Donc aujourd'hui, on va analyser un thème astral. Donc c'est celui d'une personne qui est née le 15 novembre 1970 à 11 heures à Drancy. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, en fait, il faut partir du principe que un thème astral, c'est découpé en quatre. Donc vous voyez, il y a les petits angles ici. Donc vous découpez comme ça et comme ça. Tout ce qui est en haut, ça veut dire que la personne, elle est tournée vers l'extérieur et toutes ses actions vont être davantage centrées sur l'extérieur. Alors que tout ce qui est en bas, c'est quand la personne est énormément dans l'introspection, elle va faire beaucoup de travail sur elle, de recherche, et son monde intérieur va être très important à entretenir. Voilà. Donc là, on part sur, attention, l'ascendant Sagittaire qui est juste là. Donc en fait, un thème astral, ça se lit à l'envers. Ça se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on commence par là, on fait tac tac tac. Et en fait, toutes les maisons commencent comme ça et elles finissent là où il y a comment dire, une petite flèche qui fait commencer la deuxième maison. Donc du coup, l'ascendant Sagittaire. Donc le Sagittaire, il faut le voir comme un centaure, vous voyez, avec sa petite arc dans la main qui vise là-haut, là, sa petite montagne et qui cherche tout le temps à s'élever. Donc quand on est ascendant Sagittaire, on cherche avant tout à s'élever, on veut s'enrichir, on veut acquérir des connaissances sur la philosophie de vie, sur tout ce qui est enseignement supérieur, euh, tout ce qui va nous nourrir de l'intérieur et qui va nous permettre après de l'enseigner aux autres, de le transmettre aux autres, de comment je pourrais dire ça, donner un sens en fait à sa vie, voilà, c'est ça. Le Sagittaire est en quête de sens. Ensuite, j'oubliais, mais le Sagittaire, c'est un signe de feu, hein, donc c'est un signe qui a besoin de foncer, qui a besoin d'aller de l'avant, coûte que coûte. Mais tant qu'il n'a pas trouvé son chemin, il n'ira pas vers celui-ci. Il faut absolument qu'il trouve son sens. Donc c'est important qu'il aille exploiter plusieurs activités, plusieurs, pas forcément des missions, mais plusieurs expériences qui vont vraiment l'enrichir. Et il a besoin de foncer en fait. Et un autre truc, l'ascendant Sagittaire, vous allez le remarquer, quand vous ne le connaissez pas, que vous le croisez comme ça pour la première fois, vous avez l'impression qu'il a plein d'énergie, qu'il, euh, qu'il est très joyeux, très enthousiaste, qu'il aime faire des petites blagues un peu sarcastiques, qu'il est un peu foufou, qu'il qu'il est à la recherche d'aventures, de nouvelles expériences. Voilà. Donc ça, c'est la première image qu'il transmet. Mais attention, c'est son masque social. Hein. Donc à l'intérieur de ce Sagittaire, on retrouve le soleil en Scorpion. Là, on va pas du tout sur le même terrain. Le Scorpion, donc le soleil, c'est qu'est-ce qu'on est, qui on est à l'intérieur de soi, au plus profond de soi. Et ce qu'on est venu en fait libérer comme énergie, ce qu'on est venu euh, en fait, c'est notre potentiel intérieur, le soleil. Donc, c'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je suis et de quoi j'ai besoin pour évoluer et grâce à mon ascendant, arriver à mon but. Voilà. Donc, du coup, quand on est soleil en scorpion, on est intense, on est passionné. On est passionné, ça veut dire que si quelque chose ne nous passionne pas, on va pas le faire. Hein. Ou alors on risque de s'ennuyer très très vite. Et surtout, le scorpion, il est associé, il est dominé par Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de la combativité, du dépassement de soi et du fait d'aller de l'avant coûte que coûte. Donc du coup, il est très proche du bélier. Sauf que le scorpion, à la différence du bélier, il est déjà, c'est un élément eau, alors que le bélier, c'est un élément feu. Donc le scorpion, il va foncer, mais avec réflexion, avec profondeur, avec recherche en soi, avec parfois solitude aussi. Parce que le scorpion, c'est un signe qui fait très 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 peu confiance aux gens. D'ailleurs, la trahison, attention, faut surtout pas le trahir. Et c'est un signe, comme je le disais,
qui, soit il fait les choses à 100%, soit il ne les fait pas. Mais il n'y a pas de juste milieu. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va arriver à Vénus en Scorpion, qui est en maison 10. Et là, en fait, Vénus, ici, elle est en rétrograde. Vous voyez le petit R qui est ici, là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une planète rétrograde? Une planète rétrograde, ça veut dire qu'elle est là pour vous enseigner quelque chose, généralement jusqu'à vos 40-50 ans, à peu près. Il y a des gens, ils y arrivent avant, hein, en fait. Plus tôt vous avez conscience des énergies qui se passent dans votre thème, plus vous pouvez agir vite. Ou alors, plus tôt vous en avez conscience à l'intérieur de vous, plus vous pouvez agir vite. En fait, ça dépend vraiment. Mais généralement, c'est vraiment cette tranche d'âge où on commence à évoluer. Et du coup, quand on a Vénus rétrograde, on a des doutes sur sa capacité à séduire. On a des doutes sur le fait d'être aimé. Est-ce que je suis quelqu'un qui est véritablement aimable? Est-ce que les gens font pas semblant? Est-ce que j'ai du charme? Est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que ma Est-ce que qui je suis plaît vraiment? Comment je fais pour plaire? C'est vraiment toutes ces questions qui tournent autour de Vénus rétrograde. Et en fait, tant que la personne n'a pas acquis ses connaissances d'elle-même, c'est pas acquis? Non, c'est acquis. N'a pas acquis ses connaissances d'elle-même, et ben elle va vraiment douter de sa capacité à séduire et à jouer de ses dons de séduction. Donc là, la petite Vénus, maison 10, elle est en Scorpion. Alors, Vénus, comme j'ai dit, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des petits plaisirs de la vie, En gros, qu'est-ce qui nous fait du bien? Mais au sens pur et dur. C'est pas au sens recherché, c'est vraiment les loisirs, les choses qui nous attirent. Et Vénus, c'est aussi du coup la planète de l'amour, de la beauté, de l'esprit, euh, de la séduction, de tout ce qui est un peu sensuel. Voilà. Et du coup, quand on l'a en Scorpion, ça veut dire que dans nos relations, donc que ce soit amicale, professionnelle, familiale et sentimentale, on est intense, passionné. Et surtout, quand on donne sa confiance, on la donne à 100%. Ça veut dire que si vous trahissez une Vénus en Scorpion, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Parce que si elle apprend que vous l'avez trahi, vous inquiétez pas, hein. Vous lui avez fait mal à 100%, elle va vous défoncer à 100%. Voilà. Et puis généralement, comme on est sur le scorpion agit dans l'ombre. Hein. Donc c'est-à-dire il va aller dans ses petites ténèbres, il va aller chercher les profondeurs de l'enfer, il va revenir et va faire... Voilà. Et là, bam, vous allez pas comprendre ce qui vous arrive, vous allez vous dire, oula, je suis tombée sur la mauvaise personne, je crois. Donc voilà. Ça, c'est Vénus en Scorpion. Et puis, quand il aime, attention, hein, c'est corps et âme. Hein, c'est-à-dire qu'il vous aime jusqu'à la mort. Il va vous défendre jusqu'à la mort. Il ira se battre avec vous, pour vous. Il va vous aimer avec toute son âme, tout son corps. Ça le hante, ça le traverse de la tête aux pieds, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment vous dire, il est sous emprise, quoi. Il est torturé par ce qu'il ressent pour l'autre. Mais, comme je vous disais, comme c'est aussi professionnel et amical, c'est pareil. Quand il l'aime, quoi. Vous êtes son... Comment je pourrais le décrire? Vous êtes son... Vous êtes tout pour lui, en fait. Il va tout donner pour vous. Donc, surtout, ne le trahissez pas, ne passez pas votre chemin. Et restez soudés parce que lui restera soudé toute sa vie avec vous. Et du coup, l'autre chose qu'il faut savoir avec Vénus en Scorpion, c'est qu'il déteste donc tout ce qui est injustice. Les gens qui manquent de profondeur, qui manquent d'esprit, qui
qui manque de clarté, qui manque d'intensité. Euh, les gens qui... En fait, les personnes un peu banales, où il n'y a pas quelque chose qui les habite, qui les nourrit, ça va pas l'intéresser, il va pas être assez accroché. Et il aime aussi, Vénus en Scorpion, c'est tester les gens. Il aime provoquer, il aime l'humour noir, il aime les gens parfois un peu qu'on n'arrive pas à cerner dès le départ. Ou des fois, ça peut être des gens qui, euh, qui peuvent avoir un certain magnétisme, quelque chose de mystérieux en fait, où il faut aller chercher la personne, où il faut aller creuser dans son esprit, dans sa façon d'être. Une dernière chose, Vénus en Scorpion, il a besoin de ne pas s'ennuyer. Il n'aime pas la routine, il a besoin que ce soit intense, il a besoin de partager des choses avec l'autre, mais avec dynamisme. Il faut que ça le tienne, en fait, avec vous. Voilà. Ensuite, nous allons passer à Mercure en Sagittaire, qui est en maison 11, ici. Donc, Mercure en Sagittaire. Mercure, moi j'aime bien, c'est le représenter comme ça. Vous voyez, en fait, il a des petites cornes tournées vers le ciel. Donc, il est réceptif, en fait, à tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui va enrichir son mental, en fait. C'est pour ça que c'est tourné vers le haut. Et il ressemble un petit peu à Vénus, quelque part, où il a ce côté... malheureusement, excusez-moi de faire le côté féminin, mais en fait, Vénus, c'est le féminin. Et souvent, on associe tout ce qui est réceptif, tout ce qui est touchant au féminin. Voilà, j'y suis pour rien. C'est comme Mars, on l'associe au masculin, alors que on a tous Mars dans notre thème. Voilà. Donc, Mercure en Sagittaire, c'est vraiment... vous allez être là avec vos petites antennes. Vous allez me dire, ok, je suis dans une pièce. Oh là là, il y a plein de livres. Oh, c'est génial. Je vais aller lire plein de choses. Je vais aller chercher des phrases qui ont du sens, qui ont de la poigne, des mots qui vont me rester, qui vont me toucher mentalement, des choses qui vont m'inspirer en fait, qui auront une certaine philosophie, toujours dans cette recherche comme l'ascendant Sagittaire où on veut transmettre aux autres. On veut s'enrichir un maximum pour en fait paraître cultivé, paraître intelligent aux yeux des autres, mais intelligent dans ses connaissances. On déteste dès qu'on sent qu'on connaît moins de choses qu'une autre personne, En fait, quand on sent qu'on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un, ça nous déstabilise. Parce qu'on a ce côté prof, en fait, en nous, on veut transmettre, on veut sentir qu'on est le leader, qu'on est la personne qu'on va écouter, qui va inspirer les autres. Voilà, c'est ça. Et Mercure en Sagittaire, il adore, encore une fois, il adore déconner, il aime les discours enflammés, passionnés, où il y a une vraie réflexion, il y a des débats. Il y a le Mercure en Sagittaire aussi, dans sa façon de s'exprimer, il est très honnête. Hein. Donc attention, hein, il va pas mâcher ses mots. Si vous avez du mal avec les gens si vous êtes trop émotif, trop sensible, n'allez pas parler à Mercure en Sagittaire. Parce qu'il mâche pas ses mots. Hein. S'il pense à un truc, c'est spontané en fait. Hein. On est toujours dans l'énergie feu, c'est bam, c'est comme ça. C'est le mot dans sa splendeur. Voilà. Ensuite, on va passer à Mars. Donc Mars en Balance. Du coup, Mars, comme je disais, l'archétype du masculin. Et donc en maison 9. Donc Mars en Balance. Moi, j'adore, c'est prendre l'exemple de la Balance où il y a besoin d'avoir un équilibre. Parce que, encore une fois, pour aller encore dans le sens du Scorpion,
Vous verrez que dans un thème, tout se rapproche à chaque fois en général. Hein. Parce que c'est normal, c'est tout ce qui permet de mieux comprendre la personne dans ses dominantes, en fait. Et quand on a Mars en balance, on cherche dans son action, ce qui nous motive dans la vie, ce qui nourrit notre organisme, en fait, c'est le fait de tout faire pour que notre vie, donc dans sa globalité, hein, c'est-à-dire notre vie financière, familiale, dans nos actions, dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on construit, tout ce qui nous entoure, on veut qu'il y ait de l'équilibre. On veut du coup de la justice parce qu'on va se battre pour elle. On veut régler les conflits. On aime tout ce qui est beau, on aime tout ce qui est esthétique, ce qui a une certaine élégance, une certaine... comment je pourrais dire un peu cette poésie, si vous voulez, de la vie, ce côté... je veux rendre les choses belles parce que j'aime l'harmonie. Voilà. Donc ça, c'est Mars en balance. Et donc, du coup, ce Mars en balance, il est génial pour défendre des causes ou défendre des personnes. Parce que il en a besoin pour son organisme. Il a besoin que les choses soient équilibrées, que tout le monde s'entende bien, que les choses soient lisses, en fait. Et dès qu'il y a un déséquilibre, ça le révolte, en fait. Il se dit, mince, pourquoi... Par exemple, vous êtes dans une pièce. Moi, j'arrive, je dis à Mars en balance, tiens, vas-y, j'ai une mission pour toi. Là, je vais te mettre dans une entreprise. Il y a un groupe de parole. C'est un sujet où tu sens que tu as une cause à défendre, d'accord ? T'as besoin de ramener la justice dans ce sujet, t'as besoin de mettre tout le monde d'accord. Et tu veux que tout le monde puisse échanger, mais pour au final arriver sur une base qui mette tout le monde d'accord. Donc on te met sur cette table là, de réunion, tout ça, et puis là tout le monde commence à s'embrouiller. Il y en a où ça te révolte parce que tu te dis « Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit ? C'est pas ça qu'il faut défendre, ça va pas du tout. » Donc toi, tu vas prendre tes petites pincettes, tu vas te dire « Bon, comment je fais pour faire passer ça de manière avec tact, mais en arrivant au consensus que les autres ont déjà posé sur la table. » Donc tu vas beaucoup échanger avec parce que tout ce qui est énergie air, c'est la communication, d'accord ? C'est échanger avec l'autre. En fait, on veut trouver une liberté pour tout le monde. On a besoin que ça... On a besoin que ça... Comment dire ? Que ça bouge, voilà. On a besoin que les choses bougent. On a besoin que les choses aillent de l'avant. Et du coup, ce Mars, en fait, s'il estime qu'il y a... On s'en fout, hein, ça se trouve, il y a 10 personnes qui vont dire quelque chose, et puis là, il y a la personne qui va dire la chose juste, et là, waouh, il y a Mars en balance qui va se dire « Attendez, s'il vous plaît, on écoute Caroline. Caroline a quelque chose à nous dire. Elle a la bonne réponse. C'est ça qu'on doit suivre. Pourquoi on doit suivre sa réponse ? Mais parce que regardez, imaginez là, plus tard, dans l'avenir, on est autour de ce sujet. On veut qu'il progresse. Vous avez vu ce que vous disiez depuis tout à l'heure. On est d'accord que là, on est sur quelque chose de constructif, de juste pour tout le monde. Donc regardez, on va l'écouter et on va échanger après dessus pour voir comment on peut s'aligner sur cette nouvelle réflexion, cette nouvelle possibilité. Donc voilà, ça c'était Mars en balance. Après, Mars c'est aussi ce dont j'ai besoin pour mon organisme.
C'est-à-dire, admettons, je sais pas, je suis en rate d'énergie, je sens qu'il n'y a rien qui me motive dans la vie. Et il faut trouver quelque chose qui va m'inspirer. Bah tiens, on sait que la balance, elle aime l'art. Donc l'art, la musique, les tableaux, tout ce que vous voulez. Et bah peut-être qu'elle va aimer, je sais pas, faire une sortie. Où elle va pouvoir aller s'inspirer d'auteurs, d'artistes. Elle va juste admirer en fait ces œuvres-là. Ou alors, je sais pas, vous l'emmenez dans... Ah, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Vous allez dans Maison du Monde. Et là, il va aimer imaginer redécorer son intérieur pour le rendre harmonique et beau. Ça, c'est Marsan Balance. C'est vraiment, il est là, il se dit trop bien, ça serait génial pour la maison, ça serait génial. Ça donnerait un petit côté confort. On se sentirait bien chez soi, en fait. Ça ferait plaisir à tout le monde. Faire plaisir à tout le monde. Marsan Balance. Et du coup, il y a un petit truc qu'il faut faire attention avec Mars en Balance, c'est comment je fais pour faire plaisir à tout le monde, mais sans m'oublier moi-même. Grande question à se poser. Donc, maintenant qu'on a fait Mars en Balance, on passe à... C'est quoi l'autre planète rapide? Ah, la Lune. Attention! Là, on passe sur le côté introspection, donc Lune en maison 6, en Gémeaux. Donc déjà la maison 6, il faut savoir que c'est la maison du travail, du devoir, de à quoi je sers. Comment je fais pour être... En gros, il y a cette notion de service. J'ai besoin de servir aux autres. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de savoir que ce que je fais, ça va être reconnu, ça va être apprécié à sa juste valeur. Parce que quand on a la lune, donc la lune c'est nos émotions, hein, c'est ce dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir équilibré, pour se sentir... en fait pour se sentir à sa place, pour sentir que son monde intérieur est bien là où il est, dans l'instant où il est. Et une lune en maison 6, elle a énormément besoin de se sentir utile. Parce que si elle se sent inutile, elle va commencer à angoisser, elle va commencer à se dire c'est pas possible, mais pourquoi c'est jamais assez bien? Pourquoi c'est jamais assez bien? Pourquoi il y a un côté perfectionniste, hein. Donc on a l'impression que ce qu'on fait c'est jamais comme il faut, il y aura toujours meilleur que nous. En fait, il faut arrêter, il faut dépasser ça. Juste se dire, à partir du moment où moi j'estime que mon travail est bien fait, ça c'est le plus gros travail à faire quand on a une lune en maison 6, c'est est-ce que moi déjà je suis fière de mon travail? Est-ce que moi je trouve que j'ai fait ce que j'avais à faire? Si la réponse est oui, on lâche prise. On souffle, on arrête de se prendre la tête avec des choses qui ne servent à rien. Ensuite, la lune en maison 6, elle a besoin de prendre soin d'elle. Donc de prendre soin d'elle, ça veut dire de sa santé, elle peut aimer les animaux domestiques, hein, ça la fait rire, des fois ça lui rappelle un peu elle, ça la rapproche de qui elle est. Je prends un peu l'exemple de Galice, hein, mais voilà. On aime être connecté au vivant qui s'associerait à nous, ça nous... Comment dire? Je pourrais pas dire ça nous humanise davantage parce que les humains c'est quand même pas la folie. Ça nous ramène à quelque chose de plus concret. En fait, l'animal, comme c'est un être pur et dur qui ne parle pas, qui a juste une expression que l'on peut lire sur son corps et sur sa façon d'être, il y a quelque chose qui nous ramène au paraître, en interprétation. Et ça fait du bien, des fois ça permet de lâcher prise, de se dire qu'en fait ça nous relie juste au vivant. Voilà. Ensuite, quand on a
la lune en Gémeaux. La lune en Gémeaux, elle est lunatique. Pourquoi? Parce que déjà, le Gémeaux, je vais vous montrer comment il est représenté. Le Gémeaux, c'est cette énergie double. En fait, c'est deux Gémeaux qui sont ensemble et qui sont attachés. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui naissent... vous savez, ils sont dans le même corps et puis il y a une tête là et une tête là. C'est un peu ça, le Gémeaux. Et en fait, c'est deux forces qui sont dans le même corps et qui doivent apprendre à vivre ensemble. C'est comme si dans votre cerveau, très souvent, vous savez, vous dites moi j'ai plusieurs voix dans mon cerveau. Sauf que là, le Gémeaux, lui, il n'a pas plusieurs voix dans son cerveau, il a deux êtres en lui-même. Donc c'est-à-dire un qui veut quelque chose, l'autre qui veut autre chose. Un peu ce côté double personnalité, mais là, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment, il est lunatique parce que ses émotions, elles font tout le temps. Et ses envies, c'est pareil. Hein. Très, très, très instable dans ses envies. Donc, le Gémeaux, on a souvent tendance à dire que, donc quand c'est une lune, hein, donc toujours les émotions, qu'il a pas de cœur, qu'il n'y a rien qui l'atteint, on a l'impression qu'il est mental, mais pur mental, c'est-à-dire qu'il ressent rien, il y a rien qui le déstabilise en fait. Sauf que c'est faux, parce que la lune en Gémeaux, elle est extrêmement réceptive. Hein. Tout ce qui est air, c'est, vous voyez, hein, une prise électrique. Ça reçoit énormément d'informations, on est d'accord. Hein. C'est comme un champ électrique, par exemple votre téléphone, vous envoyez des messages. Il y a énormément de choses qui sont réceptionnées. Mais le fil électrique, on est d'accord qu'à un moment donné, s'il est mal... s'il y a un choc, s'il est mal branché, ça va faire... Pff, et l'air, pour pas exploser, il sait qu'il faut qu'il fasse en sorte que le courant passe. Donc, comme le courant doit passer, il sait que si... C'est comme si vous mettiez de l'eau sur de l'électricité. On est d'accord, ça explose. Voilà. Et du coup, une lune en Gémeaux, elle a conscience que ce qu'elle ressent, et pourtant elle est très très sensible. C'est limite... En fait, elle a conscience de cette sensibilité, elle a conscience de ses émotions. Mais comme elle sait que si elle va plonger dedans, elle peut ne pas en ressortir, ou elle peut... ça peut vraiment la déstabiliser, lui faire perdre contrôle. Et quelque part la rendre morose. Et en fait, elle va prendre de la distance avec cette émotion, elle va l'intellectualiser. Parce que l'air, c'est tout ce qui est mental. C'est ok, j'ai ça. Au lieu d'aller me morfondre, de rester dans ma léthargie, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mettre des mots déjà sur ce que je ressens? Une fois que j'ai trouvé les mots, comment je fais pour aller de l'avant? Et l'air, c'est le mouvement. L'air a besoin de mouvement. Donc c'est comme on est dans le mental, il a besoin de réfléchir à plein de choses, il a besoin de tout ce qui mentalement lui prenne la tête, de le décharger dans quelque chose de mental. Donc comme je disais mouvement, des fois il peut avoir besoin de faire beaucoup de sport, il peut avoir besoin si c'est pas le sport, ça peut être... Très souvent, on voit des entrepreneurs ou des responsables, des directeurs ou des patrons d'entreprises qui ont la lune en Gémeaux. Parce qu'en fait, ils sont faits pour engranger toutes ces choses compliquées de la vie, comme ils ont cette distance émotionnelle, pour la rendre... pour en faire quelque chose, en fait. C'est ça. En gros, tout ce qui est compliqué dans la vie, tout ce qui demande de la responsabilité, de l'endurance, de la... Comment je pourrais dire? Je peux pas dire persévérance parce que c'est pas associé aux Gémeaux, mais tout ce qui demande de mettre à profit quelque chose de compliqué qu'on a vécu, et ça, la lune en Gémeaux, elle va savoir le faire. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est superbe quand elle a un poste
de où elle est dans une entreprise, parce que comme elle a plein de choses à gérer, elle n'a pas le temps de se concentrer sur ses émotions. Donc du coup, ça lui va bien, parce elle peut les fuir en même temps qu'elle en a conscience et qu'elle les ressent. Et elle peut gérer plein de choses en même temps, comme ça lui crée son équilibre et tout en de la nouveauté. Il n'y a jamais d'ennui quand on est patron, parce qu'il y a toujours des choses qui nous arrivent, il y a toujours des nouvelles auxquelles on ne s'attend pas, il y a toujours des informations à prendre, il y a, il y a ce côté, ça bouge tout le temps. Et ça, il y en a besoin. D'ailleurs, la lune en gémeaux, pareil, tout ce qui est le boulot qu'elle va occuper, elle ne sait pas rester trop longtemps dans un même boulot. Parce qu'elle a besoin de changement, elle a besoin d'aller voir ailleurs, elle a besoin de peut-être même rencontrer de nouvelles personnes, ouais, c'est ça, en fait, dès qu'elle s'ennuie, dès qu'elle trouve plus d'intérêt quelque part, il faut qu'elle parte. Voilà, ça c'est la lune en gémeaux. Et du coup, dans ses émotions, c'est une lune qui peut être très tranchante. Parce que, comme tout ce qui... En gros, tout ce qui, pour une lune en gémeaux, n'a pas l'air logique. Tout ce qui a l'air complètement à côté de la plaque, tout ce qui... je vais le prendre au sens des mots quand il est très... quand on arrive dans l'énervement de la lune en gémeaux, ses phrases préférées, ça peut être non mais je vous avais demandé de faire ça, mais je comprends pas pourquoi tu comprends pas. C'est logique. Voilà, ça c'est la lune en gémeaux. Non mais regarde, mais je veux dire, observe quoi, arrête de faire l'imbécile et comprends. Voilà, ça peut être la lune en gémeaux. Ou ça peut être, non mais ça c'est facile. Ou ce que tu dis n'a pas de sens. Voilà, ça peut être des choses très liées à la lune de Gémeaux. Il a besoin que l'autre soit clair. Donc tout ce qui part dans tous les sens, tout ce qui est ambigu, tout ce qui n'a pas de fondement en fait, la lune en Gémeaux, elle est là, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne me raconte? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de se perdre toute seule là? parce que moi je l'ai écouté de A à Z, là je me rends compte qu'en fait cette personne est perdue. Il va peut-être falloir qu'on rationalise les choses ensemble. Parce que là, ah oui, rationaliser, voilà. Parce que là, je sens qu'on n'avance pas. Ah oui, et puis il faut qu'on aille vite aussi. Tout ce qui est R, c'est aller vite. Hein. Donc une personne qui est molle, qui met trop de temps à faire quelque chose, qui dans sa tête a l'air confuse, il va se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi on met autant de temps pour faire une chose aussi simple? Voilà. Est-ce que j'ai fini avec la lune en gémeaux? Non, il y a un autre truc avec la lune en gémeaux. La lune en gémeaux, encore une fois, parce qu'on est sur le même thème astral, ça va beaucoup avec ce côté sagittaire aussi. Il aime les gens qui sont ludiques, qui sont drôles, qui ont un côté enfant, qui ont un côté... ouais, il aime faire le gamin en fait. Il aime faire le gamin, il aime les gens qui se prennent pas au sérieux, qui sont un peu foufou, qui sortent un peu de nulle part, qui ont l'air complètement perchés, complètement... ouais, qui ont une certaine joie de vivre en fait. Qui ont ce côté jeune en eux, ce côté... qu'est-ce que ça pourrait être aussi ce côté... Enfin bref, j'ai pas la suite, mais voilà, c'est vraiment ce côté-là. Après, est-ce que j'oublie un truc? Voilà, donc là on a fait toutes les planètes rapides. Oui, c'est ça, on a fait toutes les planètes rapides. Là, je vais en arriver à la maison 4.
Donc la maison 4, qui est une maison en angle. Hein. Les maisons en angle, c'est les plus importantes. Donc c'est-à-dire la 4, la 7, la 10 et la 1. Parce que c'est celle qui crée le socle de notre identité. Et c'est les 4 secteurs de vie les plus importants. La maison 1, c'est qu'est-ce que je renvoie aux autres, comment j'ai évolué au sein de ma famille, en gros, quelle a été l'ambiance de mon enfance et comment j'ai évolué. Mais aussi, qu'est-ce qui me... comment je pourrais le dire avec les bons mots? Qu'est-ce qui marque ma personnalité dès le départ? Donc plus vous avez de planètes en maison 1, plus vous avez énormément de travail à faire sur vous. Bon là ça va, il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, la maison 4, en fait, c'est vos racines, c'est le foyer dans lequel vous avez évolué, c'est l'inconscient familial, donc c'est-à-dire des choses qui sont peut-être restées dans, vous savez, votre arbre généalogique au niveau de vos grands-parents, arrière-grands-parents, même vos ancêtres, que vous voulez. De quoi vous héritez, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos... Qu'est-ce que vous êtes venu transformer ou qu'est-ce que vous êtes venu continuer à faire perdurer par rapport à ce qui vous a été apporté dans votre famille. Après, la maison 7, c'est la troisième la plus importante parce que c'est celle qui représente vos relations, mes relations long terme, donc celle où je signe un contrat. Hein. Donc c'est comment vous êtes dans vos relations avec les autres et avec qui vous allez signer ce contrat. Et là, on associe tout le monde, hein. C'est les mariages, c'est les CDD dans une entreprise ou dans celle que vous avez créée vous-même, c'est vos relations avec votre partenaire, mais le partenaire de vie, ou le partenaire avec qui vous allez passer le plus de temps. C'est vos amitiés, mais vos amitiés durables. En fait, c'est tout ce qui est fait pour durer. Et c'est la relation à l'autre, comment je rencontre l'autre. Qu'est-ce que l'autre a que moi j'ai en moi, mais que je pense ne pas avoir. Voilà ce que c'est la maison 7. Et en fait, c'est la maison 7, ce qui est super intéressant, c'est que c'est les autres qui vont nous apprendre qu'est-ce que j'ai, qui je suis. Et l'autre, c'est la maison 10. Donc la maison 10, pourquoi ? Parce que c'est la maison du travail, hein. C'est quand même l'endroit où on passe clairement toute notre vie. Hein. Au moins 80% de notre vie, c'est le travail. Pour certains, c'est plus. Et c'est pour ça que c'est super important quand même d'avoir un travail où on se sent bien, on se sent épanoui, on veut rester longtemps et où on peut s'accomplir. La maison 10, ça dit beaucoup de choses de vous. Comment je perçois mes collègues, quelle sera ma place dans mon entreprise, ce que je suis faite pour être indépendante, ce que je suis faite pour être salariée, ce que je suis faite pour quel type de boulot je suis faite, comment je vais gagner mon argent, enfin c'est toutes ces choses. Et comment est-ce que j'ai besoin de monter les échelons ou est-ce que j'ai besoin de faire plusieurs boulots différents. Voilà. Et du coup là, on va partir sur la maison 4 où il y a Saturne. Je filme plus là. Où on a Saturne. Saturne rétrograde en plus. Donc rétrograde, comme je disais tout à l'heure, c'est une énergie, une planète qui est là pour nous apporter un enseignement. Et là, en plus, comme c'est Saturne et que Saturne c'est une planète lente, c'est-à-dire que c'est un travail de toute une vie. Hein. C'est même limite les planètes lentes, en fonction de comment elles sonnent, elles résonnent en vous, il se pourrait même que vous n'arriviez jamais à réellement régler les choses qui sont liées à ces planètes-là. Vous aurez toujours au fond de vous alors pas forcément un blocage, mais quelque chose de compliqué, de plus compliqué que sur d'autres secteurs. Donc là, Saturne rétrograde arrive en maison 4 qui est liée à la famille, on avait dit. Donc,
Quand on a Saturne en maison 4, ça veut dire qu'au sein de notre foyer, il y avait un cadre où il y avait beaucoup de devoirs, beaucoup de restrictions, beaucoup de valeurs un peu traditionnelles, un peu un côté dur, un côté froid, un côté distant, où l'émotion n'a pas beaucoup de place, où, où il faut travailler dur, il y a des difficultés. Là par exemple, c'est en taureau, difficultés financières, difficultés. Comment je pourrais dire, il y a des valeurs très matérielles aussi, où il faut faire attention à ce qu'on possède, il faut avoir conscience de ce qu'on construit. En fait, il y a des valeurs très matérialistes. Et du coup, Saturne rétrograde, soit c'est des choses qu'on va vouloir garder et enseigner plus tard à la famille qu'on va construire, soit ça en est d'autres où en fait pour nous c'est tellement dépassé, c'est tellement désuet qu'on va se dire bah moi c'est pas ça que je veux, et je veux créer ma propre famille avec des valeurs que je vais garder de ce qu'on m'a enseigné et d'autres que je vais vouloir dépasser parce que pour moi c'est pas une vie. Voilà ce que c'est Saturne rétrograde. Et là, comme il y a le taureau, il y a le côté bon bah voilà, j'ai des valeurs matérielles certes, ça me fait du bien, ça me nourrit, mais j'ai besoin que ma famille se sente en sécurité, qu'elle soit qu'elle ait ce dont elle ait besoin, qu'elle soit stable. Et qu'elle puisse se faire plaisir, parce que le taureau c'est très lié au plaisir de la vie, au côté épicurien, très tourné vers ce que je réceptionne de la vie. Donc voilà, il y a ce côté-là. Il y a un autre truc aussi que je voulais dire, où là il y a Uranus qui est conjoint à Mars. Donc une conjonction, ça veut dire que deux planètes se marient. Uranus, c'est cette planète-là. Hein. Donc celle-ci. Quand on a ça, Uranus, c'est une planète rebelle, c'est la planète de la révolution, de ça me va pas, je veux que ça change, ça m'énerve, c'est impulsif en fait. Donc quand on a Mars, qui est déjà une planète quand même impulsive, donc Mars, du coup, on a mis en balance, et qu'en plus on l'associe à Uranus, ça veut dire que dans nos actions, par moment, quand Uranus prend le dessus et qu'elle est très dominante, parce que c'est pas tout le temps le cas, on peut avoir un côté inattendu, c'est-à-dire que d'un coup on devient impulsif, on fait tout trop vite, on veut que ça évolue, mais on comprend pas pourquoi ça va aussi lentement. Et on est très... Il y a quelque chose qui explose en fait dans l'action. Voilà. Ça c'est quand Uranus prend le dessus sur Mars. Et du coup le côté pondéré de la balance ici a tendance à plus vraiment être là. Voilà. Donc ça c'est vraiment quand le Mars est arrivé à bout. Hein. Et dans son action on a un côté avant-gardiste. Donc bah là du coup comme je te connais, le côté dans mon arbre je faisais déjà du numérique avant les autres. On a un côté visionnaire, on voit déjà ce qui pourrait être développé dans le futur, ce qui pourrait aider les générations à venir, les groupes à venir. Ensuite, il y a encore deux autres trucs. En fait, là ici, on a tous chez nous, dans un thème, une maison dominante. Ici, c'est la 11, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de planètes. Donc, quand on a maison 11 dominante, ça veut dire qu'on est quelqu'un très tourné vers le groupe, vers le côté humanitaire, le côté associatif, le côté... j'aime rencontrer, avoir plusieurs groupes, en fait. Ne jamais être toujours avec le même. Avoir...
comment dire, appartenir à un groupe, voilà. Appartenir à un groupe, c'est ça qui nourrit notre ego, les autres. Et le fait d'être avec les autres, ça va nous apporter une dynamique de vie. Et c'est là qu'on va trouver notre valeur. Parce que notre valeur, on n'arrive pas à se l'apporter à soi-même. Contrairement à quelqu'un qui aurait toutes ses planètes vers le bas, plus on est tourné vers l'extérieur, plus on a besoin des autres pour aller trouver le sens de notre vie, ce pourquoi on est fait, et aller faire quelque chose de concret, en fait, dans l'extérieur. Et enfin, le dernier, parce que je trouve que c'est important, c'est conjonction Neptune-Mercure. Pourquoi je trouve ça important? Du coup, comme on sait que vous êtes artiste très cher. Neptune, c'est la planète du flou, des confusions, de l'inspiration, de l'imagination et des choses un peu invisibles, donc très spirituelles, des choses un peu cachées par moments. Et quand on l'associe au mental, le mental qui pourtant est en Sagittaire, normalement le Sagittaire il est assez perspicace, il est assez clair dans ses visions. Quand on vient lui apporter là, le petit Neptune, c'est-à-dire le flou, en fait, dès que notre mental a été touché, dès que quelque chose nous perturbe, on devient complètement hors sol. Tout ce qu'on dit, c'est n'importe quoi. On commence à partir dans des délires tout seul. On commence à partir dans une forme de paranoïa. Alors, c'est génial pour créer, parce que du coup, on a des idées de malade, on est hyper inspiré, on crée des choses vraiment incroyables, sensationnelles, que d'autres ne seraient pas capables de faire. On est très inspiré, inspirant. Par contre, à vivre, c'est très compliqué parce que dans notre mental, si dans nos émotions, on n'est pas bien, on n'est pas serein, on a très souvent tendance à partir dans des délires. Ou des fois, on a l'impression très souvent, on est ailleurs en fait. On n'habite pas cette planète. On a l'impression qu'on est relié à quelque chose de plus grand, quelque chose de... C'est intangible, je crois. Quand on ne peut pas bouger, transformer quelque chose. Quelque chose d'intangible, je crois que c'est ça le terme. Vraiment, on est perdu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. On n'est pas ancré en fait. Le plus dur quand on a un mental qui est lié à Neptune, c'est vraiment s'ancrer. Trouver, avoir prise sur Terre. Voilà. Parce que le mental, il est tout le temps comme ça. Voyez, voilà.